Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine, encore une fois, pour la dernière... non, on est bientôt dans les dernières semaines d'avant l'été. Il reste 3 semaines, je pense. Donc, à part Sid, bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Kira, ça va très bien, merci. La semaine a été assez dense pour moi, donc je l'avais dit la semaine dernière, je termine mon congé pater, donc je suis toujours en congé pater, ce qui me libère forcément un petit peu de temps. Je me suis relancé sur Devil May Cry 1. Je vais faire tous les Devil May Cry parce que j'aime par-dessus tout cette licence. Et j'avais bien aimé la série sur Netflix là qu'ils avaient fait, la série animée. J'ai pas vu la saison 2. Qui est sortie il y a pas longtemps. Qui est sortie il y a pas longtemps, qui quand même qui marche très fort sur Netflix. Donc ça c'est plutôt cool. Après il y a de tout dans cette série, mais globalement moi j'aime bien. Donc j'ai envie de voir la saison 2. J'avais acheté Gothic. Sur un remake d'un vieux jeu PC d'Heroic de Dark Fantasy, mais j'ai joué 2 heures, j'ai vraiment pas accroché, donc je l'ai revendu. Ah ouais, ça te plaît pas ? Non, ça me plaît pas, et pourtant j'étais vraiment client de ce genre de jeu, mais je trouve qu'il a vraiment vieilli, et même si le remake est très beau, j'ai revendu direct. C'est ce que permet d'ailleurs le physique, c'est la revente des jeux. Et, un peu de teasing. Un peu de teasing. Et je joue beaucoup à Pocopia en ce moment, puisque ça va être ma dernière chronique avant la pause estivale. Donc je suis à fond sur Pocopia. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé sur le livre Onimusha, donc qui va sortir chez CERN, parce que même si le livre a été annoncé, on est dans une espèce de dernière ligne droite assez vénère. Donc ça, j'en parlerai si je fais un petit making-of un jour. Mais voilà, ça m'a quand même bien occupé pendant mon congé pater qui est finalement bien tombé. Et toi, Kira, d'habitude, j'ai pas autant de choses à dire. Et toi, Kira, qu'as-tu fait cette semaine ? Alors moi, j'ai moins de choses à dire. Moi, je suis allé voir Toy Story 5 au cinéma. Alors c'était plutôt cool et je vous prépare une chronique pour la semaine prochaine. Ah, très bien. Je me suis remis sur Just Dance, on en parlait la semaine dernière, ça m'a donné envie d'y rejouer, donc je me suis remis dessus. Je continue mon périple sur God of War Ragnarok, donc j'ai déjà quasiment fini d'écrire la chronique, et là je suis sur le DLC qu'ils ont sorti quelques mois, 1 an après, facile, le DLC roguelike. Un peu en surprise d'ailleurs. Cool. Ouais, complètement, qui est plutôt cool et tout, et je passe un bon moment dessus. Sinon, c'est vrai que je ne joue pas énormément en ce moment. En ce moment, je profite des extérieurs. J'aime bien me balader. J'ai fait 6 km en kayak mardi. C'était très très cool. J'ai profité des paysages. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Maintenant, je sors tous les jours me balader et profiter de la vraie vie. Le jeu vidéo, on en parlera tout à l'heure, est devenu un poil anxiogène. Et en fait, maintenant, j'ai besoin d'aller à l'extérieur pour m'aérer, alors qu'avant, c'était l'inverse. Eh ben, écoute, Du coup, qu'est-ce qu'on a prévu pour le sommaire ? Comment faire plaisir à la taverne ? Enfin, le laïus habituel. Alors, ce qu'on a prévu cette semaine, on va parler évidemment, là, je pense que c'est l'éléphant au milieu de la pièce, de l'actualité de Sony qui... c'est le babar au milieu de la pièce. Ouais, voilà, c'est babar. Et Sony, du coup, qui arrête le support physique en 2028, aux prémices 2028, d'ailleurs, en janvier, tout début. Avec un bel enchaînement d'annonces qui était quand même assez incroyable. Ouais, il s'est passé pas mal de choses. On va parler après... c'est que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, voilà. On va parler d'Absoluum et d'un des studios qui a créé le jeu que j'aime beaucoup, qui est en difficulté, donc un super jeu, Absoluum. Ensuite, on va parler de... Après, c'est que du léger, la deuxième partie de l'émission. Du feel good, c'est Planète Zoo de ton côté. Voilà, histoire d'équilibrer. Et Pokémon Vert de mon côté, le manga. La grande aventure Pokémon Vert Feuille, je crois d'ailleurs, c'est le nom complet. Je ne sais pas s'ils ont mis Vert Feuille d'ailleurs dans le titre. Je ne sais plus. Mais en tout cas, du léger, du chill. Et pour soutenir la Taverne du Gamer, déjà écoutez notre petite capsule, donc une mini-émission qu'on a publiée à fin de semaine dernière. 8 minutes à peu près. Ouais. 8 minutes. C'est fin de semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Du coup, avec le décalage. Ouais, mais comme ils vont nous écouter... Ah oui, pour vous, c'est la semaine d'avant. Donc, encore une semaine avant. Donc, c'est 7 minutes. Écoutez et donnez votre avis. Là, aujourd'hui, dans la configuration actuelle de la Taverne du Gamer, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'écouter et de donner son avis. Donc, cette petite émission. Et sinon, partagez nos épisodes, les réseaux sociaux, le formulaire du site web. Bref, continuez à nous donner de l'amour comme vous le faites au quotidien. Exactement. Du coup, on va commencer avec la première news, juste après le générique, comme d'habitude. C'est parti.
PlayStation a fait 2 annonces coup sur coup. La première est quand même beaucoup moins importante que la deuxième, donc je commence par celle-ci. En 2 mots, Sony PlayStation va arrêter son PS Store pour la PS3 et la PS Vita après plus de 20 ans de maintenance de cette génération de consoles. Sachant que ça, c'est assez classique, ça arrive régulièrement. C'est arrivé pour la 3DS, d'ailleurs, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Il y a 1 an, tout à fait. Ouais, j'avais traité... on avait fait la news. On avait fait la news. Donc ça, c'est une news finalement un peu dans ce même esprit. Pour moi, ça semble assez logique. Donc à partir de août 2026, et par pays, par zone, ils vont débrancher petit à petit le PS Store. Sachant que, à l'image de Nintendo d'ailleurs pour la 3DS, tout le contenu qui aura été acheté sur le PS Store restera accessible au téléchargement. Donc on ne le perd pas. Donc ça, c'est quand même bien. Et la raison... Les coûts alors, il y a les coûts. Enfin, tout à fait, c'est une question de coût toujours. Mais c'est qu'ils arrêtent la maintenance de ces plateformes, les mises à jour surtout de sécurité bancaire. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent les transactions sur ces plateformes parce qu'elles seront bientôt obsolètes et plus à jour en termes de sécurité, etc. Donc voilà, ils débranchent, ils coupent les tuyaux donc pour la PS3 et la PS Vita. Donc si vous êtes exclusivement dessus encore aujourd'hui, pourquoi pas. Si vous avez des choses à acheter, c'est maintenant ou jamais. Mais est-ce qu'on pourra continuer à télécharger les jeux une fois qu'ils auront tout coupé ? Tout à fait. Ou est-ce qu'il faut déjà tout télécharger dès maintenant ? Non, tu pourras toujours les télécharger, même une fois que en fait, c'est les transactions, donc les achats sur le PS Store. C'est la partie, c'est la partie achat. Tout à fait, qui sera déconnectée et tu pourras toujours télécharger tes achats. Et c'est d'ailleurs le cas pour la 3DS. Moi, récemment, j'avais téléchargé... En fait, j'avais eu ma 3DS dans un bundle avec Pokémon Soleil, mais tu sais, la version remaster, c'était pas juste Soleil. Enfin, je sais plus tout à fait le nom de ce jeu-là. Et ils avaient débranché le store et malgré tout, j'ai pu télécharger mon Pokémon. Donc, c'est tout à fait le même principe. Donc ça, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan qu'on va annoncer juste après. À la tornade qui arrive. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire comme sur ce micro-sujet ou pas, Kira ? Non, par rapport à ça, voilà, c'est quelque chose dont on a l'habitude maintenant. Microsoft l'a déjà fait avec la 360. 360 où c'est plus compliqué parce que là tu ne peux pas télécharger certains jeux pour le coup, donc c'est pour ça que je te posais la question. Je pense que ça doit être dû à des problèmes de licence, parce que moi j'ai beaucoup de jeux 360 qui ont disparu de ma bibliothèque en fait, donc je peux télécharger des anciens jeux mais pas tous. Donc par exemple des vieux Marvel Ultimate Alliance ou Shank, je peux plus les avoir. Ouais, et après bon, ça c'est le souci du dématérialisé. Bon, de toute façon on enchaîne, on va en parler juste après, maintenant. Donc l'autre grosse actualité de PlayStation qui est tombée quand même de façon extrêmement abrupte via leur PS Blog. Donc c'est une source de communication classique pour PlayStation. C'est vraiment histoire de balancer une bombe en catimini, tu sais. Je vous dépose ça là, les gars, vous en faites ce que vous voulez. Et ils annoncent donc à partir de janvier 2028, donc je reprends les termes à peu près exacts, la production de disques physiques sur tous les nouveaux jeux sortant sur console PlayStation sera arrêtée. Sans précision de la plateforme précise, il ne parle pas de PS5 uniquement, mais il parle bien sur console PlayStation, préfigurant naturellement d'une PS6. Donc tout ça, on en discutera de façon Kira, mais c'est pour l'arrivée de la PS6, ça n'en pas douter. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Donc tous les nouveaux titres passés janvier 2028 ne seront disponibles qu'en numérique, sous 2 formes. Donc la première, c'est en téléchargement sur le PlayStation Store et de façon dématérialisée chez les revendeurs. Donc la première formulation très claire, c'est télécharger son jeu sur le PS Store comme on le fait, comme vous êtes très certainement nombreux à le faire. La deuxième partie est importante, donc sous forme de jeu dématérialisé chez les revendeurs. Donc par revendeur, on comprend Micromania et Co chez nous. Disons qu'ils enlèvent le sparadrap en 2 temps. Ils enlèvent le sparadrap en 2 temps. Néanmoins, je pense que ça reste à clarifier cet aspect-là. Est-ce que du coup, ce que ça veut dire littéralement, c'est qu'ils vendront des codes dans des boîtes, dans les magasins physiques, donc les revendeurs. Donc ça peut être sur Amazon. On pense d'ailleurs par revendeur, il ne faut pas penser forcément qu'aux boutiques. Il y a Amazon évidemment, il y a Cdiscount chez nous, il y a la Fnac, etc. Même en ligne. Mais du coup, la grande question, c'est est-ce que c'est ça le modèle de demain ? C'est des codes dans une boîte. Voilà, moi, même si c'est vendu en magasin, je pense qu'on peut le dire, Kira, c'est la mort, purement et simplement du support physique tel qu'on connaît, qu'on peut prêter et revendre. Et donc, ça tue tout de suite, instantanément, à partir du moment où c'est la branche occasion, déjà, elle saute. Bah oui, la branche occasion, les prêts entre amis. Tu en parlais, tu te rappelles, la semaine dernière, quand tu parlais de GTA ?
où tu disais que ça t'embêtait d'acheter ce GTA-là parce que tu es content de prêter ton jeu à tes potes, etc. Je pense que cette actualité entérine le fait, par exemple, qu'un GTA arrive en version physique bientôt. Il arriverait en 2027 pour que PlayStation ne vende plus de jeux physiques. Oui, tu vois. non, a priori, ça a été débunké en plus. ok. L'annonce du support physique, c'était juste une rumeur qui circulait. Et ils ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas de projet pour un GTA en version disque. Avant de décortiquer les raisons profondes donc j'ai préparé les chiffres officiels, machin, du démat, du physique. Quel sentiment ça t'inspire? Évidemment, je pense qu'on partage le même, mais Kira, qu'est-ce que t'as inspiré de but en blanc cette actu quand tu l'as eu à tes oreilles? Alors, déjà, c'est quelque chose qu'on pressentait petit à petit. Voilà. Est-ce que tu es vraiment déjà surpris? le fait de... Non, moi, je suis pas surpris. Je suis surpris que ça soit annoncé de cette manière et que ce soit aussi brusque. Donc ça, oui, ça m'a surpris. Après, j'ai toujours été assez pragmatique sur le sujet et c'est pour ça que j'ai toujours valorisé le support physique. C'est que trop acheter de démat, forcément, à un moment, si les ratios s'inversent, pour le fabricant, il a tout intérêt à tout vendre sur son store pour faire un maximum de marge. Donc ça, là-dessus, on s'en doutait que ça allait arriver. Ils ont sorti une PS5 Pro avec déjà un lecteur optionnel, donc ce qui montre déjà pas facile à trouver, l'attrait qu'ils avaient pour le tout démat. Là où j'ai été surpris, surtout, c'est de la cascade d'annonces, le fait qu'ils annoncent retirer 500 films de leur plateforme et que même si on a acheté ces films, on ne pourra plus les télécharger. Donc il y a eu ça derrière. Ensuite, il y a eu ce que tu disais tout à l'heure, la fermeture des stores pour la PlayStation Vita et la PS3. Plus derrière encore, ils ajoutent la fin du support physique à partir de 2028 tel qu'on le connaît. Donc tout ça, c'était un peu vraiment la tornade de caca qui nous arrive en pleine poire. Là où je suis un peu déçu, moi, c'est que je me pose beaucoup de questions. C'est est-ce que la prochaine génération de consoles aura un lecteur au moins pour les Blu-ray? Est-ce que ça sera rétrocompatible? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement rétrocompatible sur les jeux des maths ou est-ce que les jeux physiques, du coup, on se les met où je pense? Je pense que donc c'est tout ça. Voilà, mais clairement, je pense que t'as la réponse. Ça, c'est des choses clairement qui me déçoivent très très fortement. Et pour le côté, on vous lance un os à ronger aux boutiques entre guillemets ou même à Amazon, on vendra quand même des boîtes avec des codes à l'intérieur. On sait clairement que ça va durer un temps et qu'à terme, ça sera terminé. Et en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un système de monopole qui est en train de se créer. En fait, on en parlait la semaine dernière, de passer sur les stores. Ils ont leur marge, ils pratiquent leurs tarifs, ils communiquent les chiffres qu'ils ont envie de communiquer, donc ça devient parfaitement opaque en fait. Et là, pour le coup, on va devenir 100% dépendant de ce que Sony a bien envie de nous vendre en fait. Donc voilà, c'est ce qui est remonté au premier abord, c'est que j'ai essayé de me refaire mon petit cheminement du comment on a fait pour en arriver là. Je comprends tout à fait. Pour les 500 films du catalogue Sony, je pense que ça illustre très bien le modèle économique du dématérialisé. Et un gros doigt d'honneur dans le film, c'est exactement ça. On possède jamais vraiment les choses. C'est ça, c'est de la location. C'est de la location. Pour le coût des 500 films, c'est le studio Canal en fait, qui a revu sa politique de licence. Et d'ailleurs, il y a le groupe TF1 aussi qui est très impacté et qui ont fait un communiqué avec un recours possible. Et en réponse, ils ont dit que nous aussi, on allait changer notre politique, etc. Enfin, il y a un petit bras de fer qui se crée. Et pour le sujet de PlayStation, en effet, donc ça tue le jeu d'occasion, surtout. Ça tue le plaisir de prêter les jeux comme tu l'évoquais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de critique. Et en plus, ça enlève un choix aux joueurs qui préféraient telle ou telle plateforme. Après, c'est peut-être ça le plus dramatique. Moi, je suis un joueur très opportuniste. Je vais toujours privilégier là où c'est moins cher. Voilà, on est tous ce qu'on est. Ou c'est dans notre intérêt. Voilà, je vois mon intérêt. En France, on a cette anomalie. C'est vrai, on a des jeux physiques très peu chers. D'ailleurs, on s'est fait un peu railler sur les réseaux sociaux en disant que les Français vont enfin comprendre le vrai prix des jeux. Et c'était de bonne guerre, c'était mignon, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que les jeux, c'est 80 balles demain. Et ce que ça engendre, du coup, pour moi, et on en parlait un petit peu cet après-midi par message, c'est une révision de ma façon de consommer le jeu vidéo. Aujourd'hui, le Day One, moi, je le conçois pas à 80 €. Si acheter un jeu Day One, donc le jour 1, c'est 80 €, ce sera sans moi. Et j'attendrai un an ou 2 ans, tu vois. Même sur les jeux que j'adore de ouf, Final Fantasy VII Rebirth, je dois attendre 2 ans pour pas le payer 80 €. J'attendrai, en fait, je m'en fiche.
Et je suis pas anti démat, tu vois. Je veux vraiment. Des fois, j'ai des promos sur le store là, tu vois. Je parlais de Devil May Cry en intro, je l'ai acheté, je pense 9 € la compile des 3 Devil May Cry sur disons le que c'est store. ça, c'est la valeur qu'on apporte au démat en fait qui est parfaitement subjective. Et je suis complètement. d'accord avec toi. 9 € Devil May Cry en démat, moi aussi j'achète en fait. Bah oui, bien sûr. Voilà, 80 balles Devil May Cry en démat, peut-être pas. Mais moi, complètement ton avis. Et moi, donc, ce que ça va engendrer chez moi, c'est que je vais réviser ma façon de consommer, donc moins de jeux Day One. Si vraiment c'est que du 100% démat, bah moi je vais retourner plutôt sur une plateforme que j'aimais avant, c'était le PC. Parce qu'il y a un avantage que tu citais tout à l'heure qui est un monopole sur les consoles avec leur store. Au moins sur PC, tu peux acheter sur GOG, sur Steam, sur Epic, sur ce que tu veux. Enfin bref, c'est se poser des questions. Donc moins consommer aussi, consommer mieux. Tu sais, c'est aussi un mantra qu'on évoquait aujourd'hui en se parlant. Et c'est quelque chose que j'adopte aussi dans les mangas, dans les BD, etc. Je revends beaucoup plus qu'avant pour me concentrer sur ce qui est important. Et ben, le jeu vidéo va prendre ce virage pour moi aussi à partir de 2028 très certainement. Et une PS6, je l'envisage déjà beaucoup moins sans un lecteur physique, j'avoue. Parce que le plus gros intérêt pour moi qu'il y avait avec les consoles, c'était ce support physique qui n'existe plus du coup à partir de 2028. Oui, et puis encore une fois, le fait d'avoir des codes dans des boîtes, c'est un peu le pire des deux mondes. C'est un téléchargement avec des méga data centers qui consomment énormément. Ça, des boîtes en plastique, carbone etc. pas possible avec les boîtes en plastique, avec le transport. Enfin, c'est quand même un désastre écologique à mes yeux. Et encore une fois, pour moi, pour que le démat, pour que je passe full démat, en fait, il faut qu'ils changent un petit peu leur façon de vendre du démat et aussi notre façon d'acheter du démat. On devrait avoir un système, tu sais, comme à une époque ils ont fait dans World of Warcraft où tu pouvais acheter des items et les revendre. Tu sais, un peu comme un hôtel des ventes. Ça. Tu vois. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu le même principe. Mais tu vois, le système, c'est que ça pourrait être trop bien, c'est que t'achètes un jeu en démat, je sais pas moi, Mind's Eye, tu t'aperçois que c'est une grosse daube, bah si t'as envie de le revendre, tu peux le revendre en simili-occasion, on va dire, via un système de marché parallèle, et Sony peut se prendre une com dessus, par exemple. Mais déjà, c'est à partir du moment que j'ai la possibilité, moi, de revendre mes jeux, en fait, à partir de là, je serais beaucoup moins réfractaire au démat. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter un jeu 80 € et de s'apercevoir que le jeu est décevant, et que là, il reste dans ta console et tu peux rien faire, en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me frustre énormément, et c'est quelque chose qui va m'embêter. Donc, comme toi, je ne succomberai plus au démat. Voire pire, je pense que je vais réduire drastiquement ma consommation de jeux vidéo, en fait. Moi, je suis arrivé à un stade où je me dis que, voilà, ma passion du jeu vidéo a peut-être fait son temps. Je me reconnais peut-être plus forcément dans l'industrie. J'ai d'autres passions maintenant, des passions qui me stimulent davantage. Après, c'est peut-être ponctuel, je sais pas encore. Mais après, je me dis que peut-être que le jeu vidéo, j'en ferai de temps en temps. J'ai un gros backlog à écluser, donc j'ai de quoi m'occuper pendant 15 ans déjà. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, voilà. Est-ce que je suis prêt à acheter le nouveau AAA de chez Sony à 80 € en démat quand il sortira? Bah moi non, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Après, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Moi, le jeu vidéo me quittera jamais, mais je comprends tout à fait ces réflexions. Et pour moi, c'est de toute façon ces changements industriels profonds qui changent nos habitudes, qui permettent de réviser notre rapport à tel ou tel loisir, tel ou tel média. Et c'est ça. Et je trouve que c'est finalement hyper sain. Et il faut en tirer ce positif dans ces moments-là. Et donc rapidement les chiffres, parce que bon, la raison principale de Sony, ils expliquent que le marché change. Donc ça, bon bah oui, le marché change, on le sait tous. Est-ce qu'on a besoin de chiffres pour le savoir? Pas vraiment. Néanmoins, ces chiffres sont disponibles. Donc dans le dernier rapport, donc j'ai pris deux sources. La source Sony et les syndicats du jeu vidéo, la CIL en France, qui est extrêmement fiable dans tout ce qui est chiffres. Moi, je me base uniquement là-dessus pour les chiffres français. Donc dans le dernier rapport, donc le Q3 de l'année fiscale 2025 de Sony, donc qui a été publié là en février, ils ont vendu 97 millions de jeux sur leur plateforme. Il y en a 73,9 millions qui sont numériques et 23,3 millions qui sont numériques. Donc ça fait un espèce de 75-25. Hein, donc 3/4 de jeux physiques, 1/4 de jeux numériques, pour un gain financier plus élevé en faveur du numérique. C'est logique, c'est ce qu'on expliquait, les jeux numériques sont plus chers en plus, donc, et il n'y a pas tout le réseau de distribution, stockage, etc. etc. Donc ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Et sur le marché français, donc nous, on est un peu les irréductibles gaulois avec le Japon. Le Japon sont des très fervents consommateurs de physique, malgré ce qu'on pense. Hein. Chez Nintendo, par exemple, ils sont les plus gros consommateurs de support physique. Et en France, donc la tendance, elle est plutôt sur un 55-45
en faveur, et pas, là je parle toutes plateformes confondues, hein, pas que PlayStation, je parle des plateformes consoles. On est sur un 55-45 en faveur du numérique. Donc même en France, le numérique est un tout petit peu au-dessus, mais la part physique reste importante pour les raisons qu'on connaît, parce que nous, on a des prix qui sont moins forts chez nous. Non, et puis aussi le système, c'est ce que je disais cet après-midi, c'est que quand tu vas faire la démarche d'acheter un jeu en magasin, donc tu te pointes en magasin, tu vas regarder le jeu, tu veux l'acheter, possiblement ton jeu n'est pas disponible, donc il va falloir que tu le commandes et que tu reviennes le chercher en fait. Donc niveau essence, par exemple, c'est pas forcément du coup plus rentable d'acheter un jeu physique. C'est peut-être pour offrir quand tu aussi. compares au numérique, voilà où tu l'as directement en fait. Et j'ai remarqué que dernièrement en fait, donc est-ce que c'est les magasins qui commandent moins, est-ce que c'est les constructeurs qui en envoient moins, je ne sais pas, mais beaucoup de jeux tombent en rupture en fait dès leur sortie en fait, qui fait que les gens qui veulent absolument leur jeu Day One vont se rabattre directement sur le numérique. Donc ces chiffres-là, ok, ils sont là, ils existent, mais est-ce qu'ils seraient pas un petit peu biaisés du coup par rapport à ce point de vue? Parce que combien de fois on s'est retrouvé avec des consoles en rupture, combien de fois on s'est retrouvé avec des jeux en rupture, même des petits jeux qui sortent. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. Moi, à l'époque où je travaillais en boutique jeux vidéo, pour avoir un jeu en rupture, fallait quand même y aller parce qu'on en commandait des caisses, on en recevait des caisses en fait. Mais maintenant qu'il y a le numérique à côté, du coup, ils envoient que ce qu'ils ont envie d'envoyer. Combien de fois je parlais avec le gars du Leclerc à côté de chez moi qui me disait j'en ai commandé 50, ils m'en ont envoyé 12. Mais évidemment. Enfin, tu vois, donc encore une fois, ces chiffres sont là, mais ils tendent vers ces chiffres en fait. C'est eux qui poussent à arriver à ces chiffres. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est un peu. Après, les chiffres sont fiables. Hein. C'est vraiment les chiffres de vente. Je dis pas que les chiffres ne soient pas fiables. Mais après, la chaîne d'approvisionnement peut influer sur les volumes de vente et complètement. Et ça peut être une façon évidemment de pousser les gens à aller sur le démat. Et moi, j'y vois aussi. Je peux pas m'extraire de l'idée que cette décision a aussi est liée à la crise des composants qu'on vit actuellement. Parce qu'il faudra, quoi qu'il arrive, que les prochaines consoles soient subventionnées par le constructeur, donc Sony, Microsoft, Nintendo, parce que les prix des composants vont continuer à augmenter de façon drastique et jusqu'à la prochaine génération de consoles, c'est sûr. Donc, il faut que la prochaine soit extrêmement rentable. Et sortir le physique pour profiter de l'extrême rentabilité économique du support dématérialisé, c'est un move qui finalement permettra, ils ne perdront pas d'argent, ils perdront peut-être du public, mais ils ne perdront pas d'argent, et in fine, amortir un petit peu ces coûts de développement de la console, ces coûts de production qui seront extrêmement élevés. Donc oui, il faut s'attendre à une PS6, Xbox Series X au prix fort, dématérialisé, avec des jeux qui seront tout aussi chers, je pense. Non, et puis il y a aussi, j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, même si je ne suis pas énormément en ce moment, mais j'ai vu beaucoup passer cette excuse du « Ah bah ça y est, GTA sort un jeu en numérique, Sony fait pareil ». Moi je pense que c'était décidé depuis bien longtemps. En fait, Sony n'a pas pondu faut des business plans, enfin ils ont énormément de statistiques avant de sortir des choses comme ça. Ils attendaient le bon moment pour le dégainer, mais c'est quelque chose qu'ils avaient déjà sous le coude. Et vaut mieux qu'ils dégainent ça maintenant plutôt qu'à la sortie de la PlayStation 6 en fait. Donc ça va se tasser au fur et à mesure. Donc je pense pas que ce soit GTA qui a incité Sony, c'est juste qu'ils avaient déjà la possibilité et là ils ont profité de la brèche pour pouvoir s'engouffrer. Non, ça je suis d'accord avec toi, c'est un faux débat de Twitter, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il y a des business plans. En fait, ils font des chiffres, ils font des courbes, des projections financières, ils ont toute la data qu'il faut pour, et à partir du moment où le point de bascule est au bénéfice de ce changement de politique, ils le font. Enfin, c'est tout. En plus, on sait qu'il y a une énorme shitstorm qui arrive côté Xbox, ils l'ont sorti là maintenant. Enfin, pour moi, le timing est bon pour les raisons Xbox sont dans la sauce, pour les raisons pour éviter de casser l'annonce de la PS6 qui sera full numérique, on se sera fait à l'idée. Donc j'adhère totalement à ton propos. Je pense aussi surtout pour peu que admettons la Xbox, enfin la PlayStation sort en 2029, admettons, ils auront peut-être un an où ils habitueront les gens à acheter du numérique. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est nouveau, un code dans une boîte et tout. Enfin, comme je le disais la semaine dernière, la Switch le fait déjà, enfin du moins Ubisoft surtout le fait déjà avec les jeux Switch, et les collecteurs de chez Microsoft aussi. J'ai acheté mon collecteur de Starfield ou même de Indiana Jones, c'est un code sur un goodies en fait. Enfin, ça existe déjà depuis longtemps au final. C'est juste que là, c'est la première fois que ça arrive sur un aussi gros jeu, et surtout c'est la première fois que le plus gros éditeur de console va se permettre de faire la même chose, quoi. J'enchaîne sur ma dernière petite actualité très rapide. En tout cas, on sera curieux de collecter
ce que ça va changer chez vous comme habitude. Donc, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires Spotify ou sur le formulaire. Qu'est-ce que ça va impliquer chez vous? Et peut-être qu'on en reparlera. C'est quand même un gros sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Mais ma dernière actu, donc, c'est Absolum, un jeu que j'adore, que j'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait partie de mes top jeux 2025. Donc, c'est un jeu roguelite beat'em up à la sauce Street of Rage, etc. Enfin, c'est un super jeu. Ils ont vendu en plus 500 000 copies, donc c'est un succès pour un jeu indépendant comme ça. Néanmoins, donc il y a 3 studios à la manœuvre. Il y a Dotemu qui édite et finance. Il y a Grand Crush Games qui a fait le développement du jeu. Et il y a tout le studio d'animation, de direction artistique Supamonks. Donc, c'est de eux qu'on va parler. Donc, ils ont fait toute la DA, voilà, le dessin. C'est des artistes, hein, vraiment. Et ils passent donc en liquidation judiciaire, malheureusement. Donc, liquidation judiciaire, ça veut dire que c'est-à-dire que c'est pas la fin, mais en tout cas, c'est compliqué, évidemment. Ouais, c'est un peu une procédure de sauvegarde. Ouais, les actifs, liquidités, donc l'activité est arrêtée. Quand on est en liquidation judiciaire, l'activité est arrêtée. L'entreprise va très certainement fermer et que ses actifs sont liquidés pour régler les dettes. Donc c'est quand même très compliqué. Licenciement pour les salariés probable. Donc voilà, c'est très difficile socialement, économiquement. Et pourtant, c'est un studio plein d'amour, donc qui font des choses super, un super design. Il y avait dans les cartons, tu sais, j'en avais parlé, une série peut-être, Absolum, une série animée qui visiblement va crever sur place, enfin va jamais se faire. Donc moi je suis très triste de cette nouvelle, c'est vraiment un énorme coup de cœur, donc donnez de la force à Absolum. Il reste quand même la personne qui a développé le jeu, donc Grand Crush Games, les développeurs, et Dotemu qui sont top. Il faut soutenir Absolum et courage aux salariés de Supamonks qui, je pense, vont vivre des jours compliqués. Je pense aussi. Après, surtout que moi, c'est quelque chose qui m'a fait bizarre, parce que la veille où ils annoncent cette liquidation, j'avais commandé le jeu en version boîte suivant tes conseils. En fait, et trop bien. Je l'avais trouvé chez Leclerc et je suis censé la recevoir demain ou après-demain. Bah écoute. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je suis mince, c'est au moment où je me lance ou quoi que ce soit. Donc ça sera du coup peut-être mon seul jeu en tout cas, mais j'ai hâte d'y jouer. Donc après cette tranche de franche rigolade, alors c'est désolé, c'est un sarcasme au cas où pour les gens qui sont full premier degré, ne vous inquiétez pas, on va parler de quelque chose de plus sympa. Oui, on fait chill pour la deuxième demi-heure. Pour la deuxième demi-heure, on parle de quelque chose qu'on kiffe. Et j'avais envie de vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, un jeu que jeu d'été. Joue assez régulièrement. C'est un jeu d'été, tout à fait. Enfin, du moins, moi, je le considère comme un jeu d'été. C'est Planet Zoo, donc petite musique d'ambiance et puis on attaque juste derrière. C'est parti. S'il y a bien un jeu qui me fait complètement décrocher du quotidien, c'est bien Planet Zoo. Ce n'est pas juste un jeu de gestion pour moi, hein, c'est un jeu qui me permet de vivre ma passion pour les zoos et les animaux. Hein. Tu me connais maintenant, oui. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Des zoos, j'en fais à peu près 3 à 4 par an. C'est ma sortie préférée. Ouais, moi c'est pareil, c'est vraiment, j'en fais à peu près 3-4 par an. Je vais bientôt aller essayer le zoo en Belgique, justement, pour vous. On a dit que du bien. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me fait vibrer. Et dès que je lance ce jeu, tout de suite, je me sens bien, tu vois. Je peux passer des heures dessus sans voir le temps passer, juste à m'occuper de mon zoo, de mes animaux, de leurs habitats. Enfin, c'est vraiment mon moment à moi, tu vois. Un moment où je peux me poser, me détendre et profiter. Quand je vais dans un zoo, hein, dans ces lieux incroyables, je ne vais pas juste faire le tour des enclos, tu vois. Moi, je prends mon temps, j'aime observer les animaux, regarder leur comportement, voir comment ils interagissent entre eux, et aussi admirer aussi les environnements qu'ils ont recréés, si tu veux, pour simuler leur espace de vie naturel, on va dire. Donc ça me passionne vraiment, et j'aime aussi découvrir de nouvelles espèces que je ne connais pas forcément et apprendre des choses sur elles. Et c'est exactement ce que je retrouve dans Planet Zoo. C'est le jeu me donne la possibilité donc de créer un zoo, que le zoo par exemple que j'ai toujours voulu ou que j'ai toujours imaginé. Je peux construire les habitats comme j'ai envie, planter des arbres, ajouter des rochers, créer des rivières, des bassins, voire même des cascades, et faire en sorte que chaque animal ait un environnement qui lui corresponde vraiment. J'aime prendre mon temps, et surtout j'aime que tout soit beau. Je suis un peu toqué là-dessus. J'aime bien quand, tu vois, c'est parallèle, tu vois. Enfin, faut pas que ça soit asymétrique
symétrique. Tu vois, voilà, pour le coup. Et est-ce que ça a une incidence sur le bien-être de l'animal? Je sais pas, je dis une bêtise, mais si le lynx a besoin de tel fourré pour se cacher ou telle grotte, est-ce que ça va influer derrière sur l'état de santé de l'animal, la façon Alors, dont tu complètement. conçois les enclos? Ça a complètement une Donc c'est incidence très parce malin. que si admettons, tu mets, je sais pas moi, tu vas mettre, un lion, mais que tu vas le placer dans un terrain enneigé, par exemple, avec, une grosse mare d'eau et à côté, beaucoup d'arbres tout autour, le lion va pas se sentir bien, donc forcément ça va jouer, oui, sur sa santé. Il peut aussi essayer de se sauver et quitter son enclos, en fait. Et donc c'est important que non seulement comment dire, son habitat soit beau pour les gens un peu toqués comme moi, mais également qu'il soit cohérent. représentatif en fait du lieu de vie trop bien, de ça. l'animal en fait. Et c'est ce que j'aime moi surtout, c'est m'occuper, tu m'offres une belle transition, toi, du bien-être de mes animaux en fait. Je fais attention à ce qu'ils aient assez d'espace, de la bonne nourriture, de l'eau, des zones d'ombre aussi, ça c'est très important, des activités pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et quand je vois qu'ils sont heureux dans leur habitat, bah moi tout de suite, je kiffe en fait. J'ai l'impression de gérer un vrai parc zoologique. Et c'est un peu la force de Planète Zoo, c'est qu'on a un peu la sensation d'être à la fois le directeur du zoo, mais d'être également un soigneur, d'être un observateur, tu vois. On a un peu ce côté, comment dire, comme une vraie visite de zoo, en fait, tout simplement. Bah, c'est trop bien, oui. C'est un jeu que je trouve super relaxant, hein. Je joue à mon rythme, hein. Parfois, je passe des heures entières à modifier un habitat ou à ajouter quelques détails dans le décor. D'autres fois, je reste simplement à observer les animaux vivre leur vie. Je prends énormément de photos avec le mode photo du jeu qui est plutôt cool. Je peux même facilement rester 3-4 heures hein, devant le jeu sans m'en rendre compte. Et je me dis que... souvent je me dis tiens je vais jouer une petite heure et finalement la soirée y passe en fait. Mais c'est jamais du temps perdu si tu vois ce que je veux dire dans ce type de jeu, car c'est un genre de jeu qui permet de se vider la tête et de penser à autre chose. C'est aussi pratique quand une personne est à côté de toi et te raconte sa journée par exemple ou te raconte sa vie, hein. Tu peux facilement être investi dans la conversation et faire ton aménagement de ton côté, tu vois. Donc c'est un jeu qui te permet d'être multitâche. On y croit. Alors si moi tu arrives à donner le change chez toi, c'est bien, mais on n'y croit absolument pas. Ah non, mais j'y arrive super bien parce que j'arrive à répondre, à trouver des solutions. Enfin, vraiment, moi là-dessus, ça va, je suis multitâche. J'adore aussi construire des paysages naturels, tu vois. J'aime que mon zoo ressemble à un vrai zoo moderne avec beaucoup de végétation, des grands espaces, des chemins bien aménagés, des habitats qui donnent l'impression d'être comme dans le pays, en fait, et surtout le lieu de vie de l'animal en question. Et je prends énormément de plaisir à soigner chaque détail. Ce qui me plaît aussi, c'est le réalisme des animaux. Tu vois, chacun a son propre comportement, certains jouent, d'autres dorment, mangent, certains vont nager, explorer leur territoire. On a vraiment l'impression qu'ils vivent. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai d'ailleurs craqué, hein, j'ai acheté tous les DLC, hein, forcément, ça me laisse encore plus de choix comme ça. Ils sont assez chers. Hein. Le Season Pass est à 50 balles. Ah ouais, quand même. Okay. Avec, il y a énormément d'animaux et de lieux différents. Après, je l'ai eu à moins cher parce que je l'ai eu en promo. Mais ça n'empêche que le DLC est assez coûteux. Est-ce qu'il y a le pandarou? Il y a des pandarous. D'ailleurs, je t'enverrai des petits screens de pandarous si tu veux. Ouais, je veux bien. Niveau graphisme, hein, donc c'est très agréable à regarder, bien que ça reste quand même un cran en dessous que Jurassic World Evolution, que j'adore aussi énormément. En fait, j'alterne. Parc aussi, t'adores. Ouais, j'adore. De toute façon, tous les jeux de gestion de parc comme ça. Enfin, moi, c'est vraiment ma cam. Dernièrement, je me suis mis sur Two Point Museum. J'ai fait Two Point Campus, Two Point Hospital et Two Point Museum. Pareil, je m'éclate vraiment sur ces jeux-là. C'est mon délire, si tu veux. Et Jurassic World, donc c'est exactement pareil qu'un Planète Zoo. C'est très joli. On peut voir les habitats ou quoi que ce soit. Mais voilà, graphiquement, on est vraiment sur un cran au-dessus. Bon, on a quand même quelques beaux paysages, quelques beaux effets de lumière, ça donne de la vie aux environnements. Mais le jeu a quand même pris un petit coup de vieux, car mine de rien, c'est le portage d'un jeu PC qui est sorti il y a quasiment 10 ans maintenant. Et même s'il a été amélioré, bon, on sent que le prochain qui va sortir va quand même mettre la barre beaucoup plus. C'est pour quand le prochain ? Fin d'année, de mémoire. Okay. Ce que j'apprécie aussi, c'est que ce jeu m'apprend plein de choses sur les animaux, en fait. Donc, au-delà de leurs habitats naturels, leur alimentation, leur comportement, on a aussi les menaces, pour certains animaux, ce qui participe à leur extinction, qui les a insérés pour la première fois donc dans des parcs ou quoi que ce soit, ou dans des réserves naturelles. Donc ça montre aussi que les zoos modernes participent à la protection des animaux et à la conservation des espèces menacées. Et ça, c'est un aspect déjà que
que je recherche quand je vais visiter un vrai parc zoologique. Moi, j'aime pas quand, tu sais, j'ai un zoo à côté de chez moi que je trouve trop petit et j'ai l'impression que les animaux sont vraiment fermés en cage. Et ça, c'est dommage. Bah, c'est bien, c'est que tu vois les animaux parce qu'ils sont proches de toi, mais pour le coup, c'est un peu petit, c'est dommage. C'est pour ça que je cite pas son nom. Mais je suis comme toi, moi j'aime bien en tout cas les plaquettes, je sais pas comment on appelle ça, mais qu'il y a souvent devant les enclos et tu vois tel lieu d'habitat, la taille à la naissance, je dis une bêtise, le temps de gestation, tous ces trucs-là. Moi aussi, ou leur régime alimentaire, des fois on n'imagine pas que tel animal mange des insectes ou autre. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Mais de toute façon, dans ces jeux-là, il y a l'aspect pédagogique qui est hyper important. Moi, ça me fait penser à Age of Empires, tu sais que j'aime beaucoup, et toi aussi d'ailleurs. C'est totalement ça. Où tu as cet aspect où tu apprends beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de la mythologie grecque grâce à Age of Mythology. Ça peut paraître très bête, mais c'est une façon d'apprendre, je trouve, hyper ludique, saine. Enfin voilà, tu mets un gamin devant. C'est pas un jeu violent, bah pareil pour le jeu que tu cites, et il apprendra tout un tas de choses. Donc pour moi, c'est des jeux qui ont vraiment une vocation pédagogique hyper importante. Et l'éducation nationale, pour moi, il devrait vraiment être attentif à ce genre de médias pour le coup. Et c'est vrai que c'est une bonne passerelle pour la culture, en fait. Et moi, c'est ce que je recherche avant tout dans ce type de jeu. C'est au-delà de l'aspect gestion et de la qualité des graphismes et de pouvoir m'occuper des animaux. J'aime apprendre des choses là-dessus. Et le fait de découvrir toutes ces petites choses-là, en fait, te rend aussi plus investi parce que quand tu vas voir que ton animal va pas bien, là, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être ça qui va pas. Enfin, toi, ça te permet, toi, de faire tes connexions. De comprendre l'animal, du coup. C'est ça, et ça montre aussi à côté que les zoos modernes participent à la protection des animaux, et c'est là que je trouve très intéressant, car c'est à la fois ludique et didactique, avec en plus un très bon doublage français, vraiment un doublage de bonne qualité, et il y a même quelques traits d'humour parfois qui sont plutôt bien dosés, enfin en tout cas mieux que les miens a priori, et ça là-dessus, c'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est que je vais pas y jouer tout le temps, mais quand je me lance, je peux me faire on va dire 2-3 cycles de 3-4 heures, que je vais continuer comme ça pendant une semaine, 10 jours, je vais arrêter, et puis je vais reprendre, et je vais continuer en fait. À côté de ça, la gestion du zoo, c'est aussi un aspect que j'apprécie beaucoup. Il suffit pas d'accueillir les animaux, hein. Il faut aussi gérer les soigneurs, les vétérinaires, les agents d'entretien, les finances, le bonheur des visiteurs. Donc ça, on retrouve plus le côté theme park là-dessus. Et j'aime trouver le bon équilibre, tu vois, entre le bien-être des animaux et le développement de mon parc. C'est une gestion qui est, pour le coup, assez complète, mais qui reste très agréable et qui donne vraiment l'impression de diriger un vrai parc zoologique, hein. Chaque décision a son importance et c'est ce qui rend du moins la progression encore plus satisfaisante. Oui, puis c'est des jeux aussi qui jouent un petit peu au long cours, c'est ça que tu décris, c'est que tu vas picorer et tout. Ça me fait beaucoup penser à Pocopia, du coup, que je suis en train de jouer en ce moment, pour des raisons un peu différentes, mais le feeling est un peu le même. Et c'est vrai que c'est des jeux qui te quittent pas, quoi. En plus, si tu as pu faire les DLC, etc. Enfin, tu joues depuis combien de temps, du coup, à ce jeu-là? En fait, j'avais fait un premier cycle sur Xbox Series et je suis tombé sur une promo sur PlayStation. Du coup, j'ai racheté, mais cette fois en version physique sur PlayStation, et j'ai racheté les DLC. Et là, je dois être à peu près en plus. Donc, j'ai dû faire à peu près 300 heures sur la Xbox et je dois être à peu près à, on va dire, une soixantaine ou 90 heures peut-être sur PlayStation. Il y a quand même un point dont il faut parler, donc c'est le gameplay à la manette, parce que je joue sur console du coup, et au début je vais pas vous mentir, c'est pas forcément simple à prendre en main en fait, hein. Planet Zoo est un jeu qui a été pensé à l'origine pour le PC, je le disais tout à l'heure, et ça se ressent. Il y a énormément de menus, de sous-menus, d'options de construction et de gestion. Les premières heures peuvent être quand même assez complexes, surtout quand on découvre toutes les possibilités offertes par le jeu, et on peut facilement se sentir perdu face à la quantité d'informations et de fonctionnalités disponibles. On est clairement sur un jeu moins accessible que la trilogie Jurassic World Evolution, qui propose quand même une interface du coup pensée pour la manette, qui est quand même beaucoup plus intuitive. Cependant, une fois qu'on a pris le temps de faire déjà l'intégralité du tutoriel, les choses deviennent beaucoup plus naturelles et petit à petit, les commandes deviennent automatiques. On apprend où se trouvent les différentes options et on gagne en efficacité dans la gestion de son zoo du coup, hein. Il faut un peu de patience au départ si jamais le jeu vous intéresse, mais clairement l'investissement en vaut largement la peine. Aujourd'hui c'est fluide pour toi, quoi. Aujourd'hui c'est très très fluide pour moi, et même si je reconnais que l'interface reste
encore assez dense par moment, je n'ai plus vraiment de difficulté à naviguer dans les menus, à construire ce que j'ai en tête. C'est peut-être pas le jeu de gestion le plus accessible sur console, mais il reste quand même parfaitement maîtrisable dès lors qu'on accepte de prendre le temps en fait d'apprendre les mécaniques et de s'y investir. Et c'est vrai que dans une époque où on fait de la boulimie de jeux vidéo, s'investir dans un jeu parfois ça peut paraître compliqué, mais vraiment une fois cette étape passée, on profite pleinement de toute la richesse et de toute la profondeur que Planet Zoo a offert. Je vais conclure du coup. Planet Zoo représente parfaitement tout ce que j'aime. Les animaux, la nature, la création et le calme. C'est un jeu dans lequel je peux vraiment chiller sans voir le temps passer. Je peux construire le zoo de mes rêves, prendre soin de chaque animal donc, qui entre entre mes murs. Et pour moi, ce n'est pas simplement un jeu vidéo, c'est vraiment une passion en fait. À chaque fois que j'y joue, je retrouve cette fascination que j'ai toujours eue pour les parcs zoologiques. En amour, c'est un amour que j'ai contracté à l'époque de mes parties sur PC sur Zoo Tycoon. Donc tu vois, ça remonte vraiment à loin. Zoo Tycoon, je l'ai poncé, mais j'y ai joué des heures et des heures à un point que mon CD ne tournait plus dans le PC en fait, tellement il était usé en fait. Tiens d'ailleurs, ça fait une petite cartouche de plus pour le démat. Et j'y ai passé vraiment des heures considérables. Et avec celui-ci, je retrouve cette vibe en fait qui m'a tant plu à l'époque. Donc c'est un jeu qui fait du bien, qui détend, qui donne envie d'y revenir encore et encore. Donc moi j'attends avec impatience Planet Zoo 2 car j'ai vraiment hâte de poser mes mains dessus et de voir ce qu'ils ont décidé d'améliorer sur cette série quand même. Là quand j'y joue, je suis dans mon univers entouré d'animaux et franchement c'est exactement ce que j'aime et c'est quelque chose que je recommande pour passer l'été au frais dans votre chambre ou avec un ventilateur à côté en ces périodes de canicule. Donc c'est ta petite recommandation de l'été. C'est ma petite recommandation de l'été, donc je vais, comme je disais, je vais aller encore faire un vrai zoo derrière, mais c'est, voilà, si vous aimez les jeux de gestion, ça peut valoir le coup, surtout qu'il est très très souvent en promo sur les stores ou en magasin. Moi, la version boîte, je l'ai payé 20 € en fait. Donc, certes, j'ai acheté le Season Pass à côté, mais vraiment pour 20 €, vous risquez pas grand chose et vous pouvez vraiment vous amuser. Donc, c'était difficile de faire le test, on va dire, c'est plus une chronique d'un jeu de gestion, parce que les jeux de gestion, sans être pompeux, c'est compliqué. Donc j'ai voulu surtout vous transmettre ma passion pour toutes ces choses-là. Et du coup, cet été, il y aura une émission sur le jeu vidéo et les animaux. Mais du coup, tu ne seras pas dedans, mon cher Kira, malheureusement. Non, je ne serai pas dedans. Je te l'ai dit. Tu as trouvé l'idée, avant moi et je t'en félicite d'ailleurs parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais fait on a fait un enregistrement spécial aussi pour un épisode que vous aurez cet été et on parle d'animaux aussi dans un jeu vidéo en particulier, on en parle un petit peu. C'est à ton tour, tu vas nous parler d'un autre doudou. Ouais. Vraiment. Le manga Pokémon Vert. Ouais, tout à fait. Le manga Pokémon Vert, sachant que j'avais déjà parlé de la grande aventure Pokémon, le manga, et j'avais pas prévu d'en reparler, mais en fait, je trouve que celui-ci en vaut particulièrement la chandelle parce qu'il a une approche très intéressante en lien avec le jeu vidéo en question. Donc, je répète, on parle bien du manga, la grande aventure, l'arc Vert-Feuille, Rouge-Feuille. Donc il y a un arc dédié vraiment dans le manga qui est sorti il y a grave longtemps, je crois que c'est en 2004 ou quelque chose comme ça. Ah oui, ouais, c'est pas tout jeune, mais comme j'ai refait Pokémon Vert récemment, en fait c'est quelque chose que je fais assez régulièrement parce que j'aime beaucoup Pokémon, la grande aventure, mais c'est quand même un style de manga particulier, etc., que je lirai pas indépendamment du jeu vidéo. Tu vois, c'est étonnant, mais c'est vrai que dès que je lance un jeu Pokémon et qui a son pendant manga, je fais toujours les deux en même temps. Et ça me fait vraiment beaucoup apprécier le manga. Et donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que j'avais fait Pokémon Vert et j'avais relu ce manga-là. Donc un petit peu de musique avec Pokémon, je pense que j'ai de quoi faire. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme musique. Oui, je pense que niveau bande-son, t'as moyen de trouver quelque chose. J'ai de quoi faire. Et après, j'attaque. Donc musique et à tout de suite. Donc la grande aventure Pokémon. Il faut oublier vraiment le dessin animé, Sacha, le Pikachu, etc. Bien qu'il y ait des petits clins d'œil, mais on est seulement au niveau du clin d'œil parce qu'on est vraiment sur une nouvelle aventure. Et Satoshi Tajiri, Kira, qui est le créateur de Pokémon, le grand monsieur qui a créé la franchise, a toujours dit que le manga, c'était sa vision la plus fidèle, la véritable vision de l'univers Pokémon. Ce sont ces mangas-là.
Donc ce qui était assez étonnant quand même, mais ça montre quand même que tu vois artistiquement il y a une singularité dans ce manga. Oui. Parce que je sais plus si tu te rappelles, mais j'avais fait la chronique de la Grande Aventure, et ce que je disais dedans, c'est que les Pokémon étaient assez différents. Le traitement des Pokémon était différent parce qu'ils ressemblaient vraiment à des vrais animaux en fait. Ils ont plus ce côté un peu monstre qu'avaient, tu sais, Pokémon dans les premières générations, où si on compare les Pokémon de la 1G à la sortie de la 1G et les Pokémon maintenant, ils ont été très restylés, notamment Pikachu qui est trop kawaii, mais avant c'était une vieille souris jaune, quoi. Et le manga, du coup, partage cet ADN d'un côté un peu plus monstre, animaux véritables. Donc finalement, on reste un peu dans le thème entre Pokémon. Oui, on reste un peu dans. C'est la grosse aventure ou la grande aventure? La grande aventure. La grande aventure. Et il y a aussi quelque chose, un ton qui est différent dans ce manga. C'est que c'est quand même plus. Pas violent, je n'irai pas jusque-là, ça s'adresse quand même aux enfants, mais c'est un peu plus cru, c'est un peu plus dur. Un peu plus sauvage, un peu plus dur, ouais. Notamment dans les tout premiers chapitres, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Il y a un Arbok, donc l'évolution d'Abo, qui se fait couper en deux. Mais littéralement couper en deux, on voit ses viscères à l'intérieur, etc. Ah oui, ouais, donc là on est plus sur... On est limite sur Yu-Gi-Oh, c'est ça? Ou c'est plus violent en manga? Ouais, exactement, très bonne ref. C'est Yu-Gi-Oh qui est plus vénère en manga. Ah, tu vois, j'ai des rêves des fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Surtout que il y a une chronique Yu-Gi-Oh qui arrive bientôt à la sortie du manga de la Perfect Edition qui arrive, et j'ai beaucoup d'anecdotes à donner. Et la Team Rocket aussi, qui sont quand même plus là des mafieux un peu. C'est des méchants là. Ouais, c'est des mafieux un peu véreux, quoi. Donc tu vois, ça tranche aussi dans le ton par rapport au côté des antagonistes. Ils s'envolent pas vraiment dans d'autres cieux, tu vois, c'est vraiment des voyous, quoi. Et donc, Game Freak a eu l'idée d'accompagner la sortie de ces jeux par ce manga, La Grande Aventure, pour justement avoir une vision un petit peu fidèle, enfin, pas une vision fidèle, un ton différent par rapport à la saga. Et donc, le scénariste, c'est Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto à la musique pas du tout au dessin, parce qu'à la musique dans un manga, bon, vous avez le droit d'accompagner vos lectures avec de la musique, mais c'est pas le propos. Et donc dans ce vert-feuille, donc il y a déjà une première singularité. Est-ce que tu sais ce qu'est Pokémon vert-feuille déjà, Kira, ou pas? Moi je connais la cartouche Game Boy que j'ai toujours devant moi. C'est le remake de la version verte qui était sortie au Japon sur la 1G. Et tout à fait. Et comment faire, sachant que le manga rouge et bleu existe, et comment, tu vois, quel contre-pied à prendre pour ce vert-feuille et rouge-feu, sachant qu'il y a déjà un manga bleu et rouge qui existe. Enfin, tu vois, sachant que c'est la même histoire, les mêmes personnages, mais que le jeu est un remake. Donc comment ils ont dû composer avec changer le ton, du coup, je pense. En changeant le ton du récit pour ne pas faire les mêmes pages, en fait, dessinées différemment. Alors, c'était une possibilité, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. En fait, l'arc reprend les héros rouge et bleu dans le manga. Les héros s'appellent rouge et bleu. Ils ont désormais 17 ans vs 14, donc ils sont plus vieux. Et il y a un mystère autour du professeur Shen, donc qui est kidnappé par une entité cosmique qui s'avérera être Deoxys. Donc c'est pas un spoil, on le sait assez vite. C'est un Pokémon légendaire qui vient de l'espace. En fait, il était sur une météorite qui s'est écrasée et un virus qui s'est développé, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour de Deoxys qui est ce Pokémon. Ah ouais, ils sont partis loin là, niveau histoire, quand même. On n'a pas l'habitude dans Pokémon. Ça, c'est l'histoire du jeu et qui est aussi l'histoire reprise dans le manga. Et on suit Verte, donc du coup, l'héroïne féminine du jeu, et qui se retrouve sur les îles Sévi. Est-ce que, peut-être que tu ne sais plus, Kira, ce que sont les îles Sévi dans Pokémon Vert-Feuille ou pas? Tu l'as peut-être pas refait récemment? Non, je l'ai pas refait récemment. Justement, j'ai ressorti ma 3DS dernièrement parce qu'il y a un petit slot en dessous, tu sais, qui me permettrait de jouer à mes jeux de Game Boy. Vrai. Et j'avais prévu de le refaire cet été, tu vois. Les îles Sévi, ouais, non, je m'en souviens plus du tout en vrai avec le recul. J'expliquerai juste ce que c'est après. Et donc, le jeu va prendre place dans les îles Sévi et tu vas comprendre pourquoi je parle du manga. Et le méchant de ces deux volumes, donc ces deux volumes et des volumes assez épais, c'est Giovanni, c'est le grand retour de Giovanni, donc tu sais, qui est le chef de la Team Rocket avec son Persian là, qu'il aime bien caresser et tout. Ah non, ça c'est dans
Inspecteur Gadget où le méchant il caresse son chat, c'est pas du tout. Oui, c'est le professeur Gang. Ouais, j'ai fait un petit amalgame entre Giovanni. Le professeur Gang a un persan pour le coup. Non, il a pas un Miaous, enfin pas un Miaous, mais l'évolution du Persian, Miaous. du coup, mais si ça se trouve, oui, il c'est le un caresse Persian. aussi. Si ça se trouve, c'était même une ref à Inspecteur Gadget. Bon, je sais pas. Bref, on creusera le sujet un autre jour. Mais en tout cas, Giovanni, il revient, il est méchant, il veut capturer Deoxys pour prendre son ADN. Comprendre. En plus, c'est un Pokémon dont les bras ressemblent à. Alors, je confirme, dans le dessin animé, il caresse bien son il Persian. caresse. Ok, il caresse. Il l'a sur les genoux, il Donc, lui fait des tu vois, caresses. si ça se trouve, c'est une référence à Dr. Ouais, c'est possible. Ah, Ou alors même à James Bond. Oh, peut-être. Oui, parce que le méchant a un chat. Et Giovanni cherche aussi son fils disparu, donc je ne révélerai pas qui c'est, mais en tout cas, il y a toute une intrigue autour de la paternité. C'est pas Bolfeld alors. Non. Toute une intrigue autour de la paternité, toute une intrigue autour de Deoxys, le personnage, le Pokémon très étrange, cosmique, etc. Et nos anciens héros, du coup, qu'on a suivis dans les précédents mangas. Il voulait, donc, Hidenori Kusaka, le scénariste du manga, il voulait que l'arc marque une rupture générationnelle. Pourquoi ? Parce que les enfants de 1996 qui ont joué à Pokémon et qui ont lu en même temps le manga La Grande Aventure sont plutôt adolescents en 2004. Donc c'est pour ça qu'il a fait vieillir ses protagonistes. Et c'est pour ça qu'on est plus parti sur un thriller science-fiction, vraiment, qu'à une épopée, tu vois, à la Pokémon, La Grande Aventure, quoi. On est plus sur un thriller un peu mystérieux. Et donc Satoshi Tajiri, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit c'est la bande dessinée qui ressemble plus au monde que j'essayais de créer. Les relations entre les dessins et les Pokémon, ils sont exactement tels que je les avais imaginés. Et Monsieur Kusaka nous dit avec Verfeuille, nous voulions explorer ce qui se passe quand les héros grandissent. Le monde devient plus complexe, les menaces ne se règlent plus juste avec un badge d'arène. Deoxys représente l'inconnu absolu, une anomalie dans la nature ordonnée des Pokémon. Donc tu vois, c'est quand même, je trouve que, enfin personnellement, j'ai aimé, mais je trouve que c'est un ton quand même qui change et le fait d'accompagner les lecteurs qui ont grandi, c'est plutôt malin, je trouve. Oui, pour le coup, c'est une bonne idée en fait, et comme tu dis, ça permet de faire un remake sans copier plan par plan ce qui s'est fait avant, quoi. Et on y vient, merci pour la transition, Kira. Ouais, je sais. Ce que le remake, donc c'est un très bon remake, hein, pour l'avoir refait, franchement, il faudra qu'on s'en reparle à la rentrée quand tu l'auras fait. Mais c'est un super remake, ce Pokémon Verfeuille, parce que en fait, il est arrivé en même temps que la 3e génération, donc en même temps que Pokémon Saphir, Ruby et Émeraude. Et du coup, tu rejoues. Il y avait les nouveautés aussi de ces versions-là. Exactement. C'est ça le truc qui est trop bien. C'est que tu rejoues à Pokémon bleu et rouge, mais avec toute la qualité de vie des versions supérieures. Donc déjà, les sprites sont plus jolis, c'est en couleur, les animations sont nouvelles, la musique est nouvelle, et la gestion des menus. Il y a les raccourcis, tu peux courir avec ton personnage. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut. J'utilise même pas la bicyclette, tu vois, dans Verfeuille, parce que ton perso, il court assez vite. Donc, ce qui est hyper agréable. Donc, c'est vraiment un jeu, c'est, je trouve, un très bon remake. Et si demain, on me demandait quelle est la meilleure façon de jouer à la première génération de Pokémon, je citerai celui-ci pendant 2D, et je citerai Pokémon Let's Go, tu sais qu'on aime tous les deux, sur la 3D. Donc vraiment, tu vois, c'est une super façon de jouer à Pokémon. Et j'avais bien aimé les remakes sur 3DS, là, tu sais, de Soul Silver et Heart Gold. Ils sont incroyables. J'avais passé énormément de temps à l'époque sur le Silver. Et Heart Gold et Soul Silver. Oui, je les ai relancés justement sur ma 3DS il y a quelques mois, à l'époque où j'ai fait ZE et ZA. Et c'est vrai que je trouve que c'est d'excellents remakes parce que pour moi, ils étaient très très différents sur pas mal de points par rapport aux jeux qui étaient sortis à l'époque. Et là-dessus, Pokémon a toujours géré ces remakes justement. Ils ont toujours fait quelque chose de différent. Je suis tout à fait de ton avis. Moi, de toute façon, Heart Gold et Soul Silver, c'est mes Pokémon préférés, mais je peux qu'adhérer. Et je cherchais en même temps, là, pendant que tu parlais, la version, je crois que c'est Ultra Soleil ou Ultra Lune, je sais plus, où ils avaient fait pareil, une version supérieure de Soleil et Lune, qui sont très très bien. Mais en tout cas, tu vois, Pokémon Verfeuille, pour moi, il est de ce niveau-là. Je le trouve excellent. Et il rajoute aussi, tu as des Pokémon de la 2e génération. Donc, quand tu arrives justement sur les îles Sévi, et j'en viens au petit twist du manga. C'était une archipel de mémoire, il y avait 7 ou 10 îles, je crois. Il y a 7 îles. Et en fait, c'est un ajout de ce remake. Et c'est parce que finalement, Pokémon Rouge et Bleu, il a un défaut, c'est son post-game.
Et le post-game, donc c'est ce qui se passe après la ligue, c'est après le jeu. Il y a eu une énorme fulgurance avec Pokémon Argent et Or, où tu sais, le post-game t'envoie à Kanto. Tu as fait tout Johto et tu redécouvres toute la map tu reviens dans la map des premiers, tout à fait. Donc ça, c'était génial. Emerald, etc. Ils instaurent des nouvelles choses, des nouvelles choses, la tour de combat, etc. Il y a tout un tas de post-game, mais dans le premier, il n'y en avait pas. Et cette version Verfeuille a rajouté les îles Sévi qui arrivent à 2 moments dans le jeu. Un peu avant d'aller à la Ligue, tu découvres les îles 1, 2, 3 via un car ferry qui t'y emmène. Donc, tu vois, première nouveauté, tu es surpris parce que tu connais le jeu par cœur et là, on t'emmène dans un endroit que tu connais pas. Et après avoir battu la Ligue, tu as accès à l'île 4, 5, 6, 7 où tu as des énigmes avec le personnage qui s'appelle Célio, donc rien à voir avec la marque de vêtements. Je suis pas en train de citer la marque de vêtements qui sort d'ailleurs beaucoup. Ouais, ce que je me disais, ça y est, tu commences à faire de la pub pour les fringues. Ça y est, on change vraiment dans ce podcast. On n'est plus pareil, on n'est plus les mêmes en 2026, faut pas croire. Il y aura bientôt les t-shirts à vendre de la Taverne du Gamer sponsorisés par Célio. Je vous mettrai, ça sera mon chien en photo. Ouais, pas mal. Ouais, ça pourrait être cool. Et donc, tu as toute une nouvelle quête au travers de Ruby et de Saphir, justement, à récupérer. Tu as une arène de combat, etc. Et tout ça pour dire, j'ai beaucoup parlé, mais pour garder le secret du twist du manga, c'est que... Twist ? Ça va pas spoiler ? Non, ça va pas trop spoiler. C'est un petit hommage à Karim. Non, ça va pas trop spoiler. Mais c'est que le manga prend place dans les îles Sévi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour ne pas faire quelque chose de redondant avec Rouge et Bleu qui était déjà sorti en manga. C'est que cette version Vert-Feuille et Rouge-Feu s'inscrit dans le post-game, donc uniquement autour des îles Sévi et avec Deoxys, comme j'ai cité. Et il y a un personnage qui les rejoint qui est vraiment très cool, qui est Olga, tu sais, Olga qui est... Moi, je connais Olga Kurilenko. Non, mais si, tu connais très bien cette... Tu la connais aussi, Olga. Tu connais très bien. Olga, c'est celle qui, maître de la Ligue, une des maîtresses de la Ligue que tu bats, qui a des Pokémon glace. Et en fait... celle du Conseil des 4. Celle du Conseil des 4, exactement, qui a des Pokémon glace. Et c'est cool, c'est que pareil, ils ont mis dans le manga ce personnage-là qui est assez central. Et je trouve que c'est cool parce que finalement, ces dresseurs de légende de la Ligue qu'on connaît énormément, on les a finalement très peu mis en scène, très peu vus. Finalement, ce sont des PNJ comme les autres, presque comme un dresseur que tu croises. Mais là, ils ont un vrai rôle. Mais là, en particulier, Olga a un vrai rôle. Donc, ils ont inscrit vraiment leur manga autour de tout ce qui est post-game dans cette version. Et c'est très cool, je trouve que c'est très malin. C'est une façon de ne pas faire de la Reddit avec ce qu'ils ont fait en manga Rouge et Bleu. Et surtout, ça apporte une dimension un peu thriller, un peu mystérieuse à cet arc narratif. Ce qui fait que... Olga, c'est un de mes crushs à l'époque. Ce qui fait que j'ai été vraiment, très, très, très séduit par ce twist scénaristique. Que dire de plus ? Il y a encore quelques fulgurances que je citerai, pas forcément, mais... il y a la tour dresseur qu'ils ont remaniée dans le manga qui est très maligne, qui est très bien faite, à la tour avec la Team Rocket, et ils ont fait une espèce d'IA, intelligence artificielle qui est autonome et qui crée des pièges et tout pour les dresseurs, soit avec nos héros. Enfin, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est très actuel du coup. Ouais, c'est très actuel, c'est plutôt malin. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. J'ai une déception sur le manga, c'est qu'ils abordent très peu les Arbis, qui est pour moi l'une des plus grands mystères de tous les Pokémon que j'adore. Et je vous en reparlerai parce que je parlerai du 3e film Pokémon qui met les Arbis au centre de l'intrigue. Mais voilà, sur le manga, il passe un petit peu à côté de ce sujet-là qui est dommage parce que dans Vert-Feuille, ils ont rajouté justement un petit peu de mystère autour des Arbis. Tu te rappelles, les Arbis, c'est ceux qui créent c'est ceux qui ressemblent à des fils de fer. Un alphabet, ouais, il y a l'alphabet des Arbis. Ouais. J'ai jamais trop kiffé, moi, les Arbis, tu vois, donc tu vas peut-être m'en apprendre je vais t'en apprendre mais j'ai toujours trouvé que son style était peu inspiré. En fait, c'est ultra méta. C'est incroyable, j'ai envie de raconter le truc maintenant, mais je le ferai pas, on est déjà... Ouais, tu vas pas te spoiler. Tu vas kiffer, tu vas être très surpris de ce que je vais vous raconter. Donc, en conclusion, j'ai kiffé. Moi, vraiment, ces mangas, par contre, je les lis, comme je l'ai dit, que accompagnés des jeux. En dehors, je trouve que ça perd un peu de son intérêt et de sa substance. Néanmoins, si vous avez des fans de Pokémon, c'est un indispensable. Pour les enfants, c'est très bien, malgré que j'ai dit parfois qu'il y a un arbre qui se fait couper en deux, ça va, votre marmot s'en remettra. Mais sinon, vraiment, c'est très bien. Il y a un ton différent, il y a un contre-pied différent, ce qui fait que ça se complète extrêmement bien, je trouve, avec les jeux vidéo. Et la fulgurance de ce Vert-Feuille en manga, c'est d'avoir mis en scène le post-game dans un jeu vidéo, ce qui est rare. Souvent, on adapte plutôt en cross-média la trame principale, les héros, les machins. Là, c'est le post-game et c'est très malin.
Donc je valide à 100% et j'ai passé un super moment. Et il est sorti quand exactement celui-ci? Parce que tu parles quand même de thèmes très très actuels, donc je pense que c'est pas un manga 2004, qui est si vieux que ça au final. Ah oui, tu l'as dit en 2004, ça fait si long. Ouais. Oh, vache, ils sont bien en avance là pour le coup. Ouais, non, c'est hyper. Franchement, c'est bien fait. Il n'y a pas à dire. C'est actuel. Les thèmes sont intéressants. Il y a, je l'ai dit un peu, la paternité avec Giovanni qui recherche son fils alors que c'est un méchant, etc. Enfin, il y a quelques trucs sympas qui font que ouais, c'est très actuel pour les adultes, ça passe bien et voilà, moi j'ai pris mon pied dessus. Bah ça c'est bien l'essentiel, Oui. c'est ce qu'il faut se dire. C'est donc la fin de ton sujet Oui. hors sujet et de l'émission. Oui. Donc on va pas faire de big up cette semaine parce qu'on va en faire beaucoup d'un coup parce qu'on a reçu énormément d'amour de votre part. On a reçu aussi pas mal de propositions indécentes, mais ceci ne nous regarde pas. En attendant, on va vous parler de tout ça dans une capsule qu'on va enregistrer prochainement, c'est ça, d'ici une petite semaine, je crois. Si vous n'avez pas écouté notre capsule de 7 minutes publiée un vendredi midi, je ne sais plus quel jeu vendredi c'était, je crois que c'était il y a 2 vendredis pour vous du coup qui nous écoutez, écoutez-le, on ne dira pas ce que c'est dans cette émission parce qu'il faut vraiment aller l'écouter et après nous donner votre avis. On a récolté presque plus d'une centaine de retours à l'heure que l'on vous parle. Et on en fera un petit épisode dédié pour répondre à cette émission-là. Donc, on le fera à cette occasion. Voilà, pareillement, on va préparer une FAQ prochainement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer également, comme la dernière fois. On sera ravis d'y répondre. Ça sera la FAQ de la 4e année pour la 5e, hein, c'est ça On finit la 4e saison, on attaque la 5e en septembre. Ouais. Donc, ça sera notre 3e FAQ, ouais. On l'a fait un an après, je crois. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un max de questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre, en tout cas. Je te laisse le mot de la fin et puis on peut conclure les... Eh ben, surtout, prenez soin de vous, kiffez, faites-vous plaisir, récoltez ce qu'il y a de meilleur dans vos vies, dans nos vies, pour la vivre pleinement parce qu'on n'a qu'un crédit dans la machine d'arcade. Donc jouez bien à des jeux dématérialisés ou non, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, allez sur Pokémon, allez sur Planète Zoo, comme l'a conseillé Kira, moi ça me branche de fou. Allez voir des films, il y a Toy Story. Si vous avez l'occasion sur PC, peut-être sur PC, vous n'aurez pas la barrière de la manette. Peut-être, sur clavier et souris, c'est vrai que la souris permet l'agilité du curseur. Écoutez de la musique, allez voir vos amis, prenez l'air, dansez, chantez, bref, vivez la vie à fond. Et nous, Kira, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.